Bonjour, donc je vais lire La ferme des animaux de George Orwell. Voilà. Il y a un petit peu de bruit du ventilateur, j'espère que ça ne sera pas trop embêtant, mais il fait trop chaud. Donc voilà, donc chapitre 1. Monsieur Jones de la ferme du manoir avait certes poussé le verrou des portes du poulailler pour la nuit, mais il était trop soûl pour se rappeler qu'il fallait aussi fermer les trappes. Le halo de sa lanterne oscillant dans un sens puis dans l'autre, il traversa la cour en titubant, se débarrassa de ses bottes à coups de pied, dans l'entrée de l'arrière-cuisine, tira au tonneau un dernier verre de bière et trouva son chemin jusqu'au lit où Madame Jones ronflait déjà. À peine la lumière de la chambre fut-elle éteinte qu'une agitation, des bruissements d'ailes, se répandirent dans les bâtiments de la ferme. Toute la journée, on s'était donné le mot. Major l'Ancien, un middle white autrefois primé. Alors, le middle white est un type de porc domestique originaire du Royaume-Uni. Major en est un digne représentant, puisqu'on lui a décerné le prix du plus beau cochon dans les foires agricoles. Donc, Major l'Ancien, un middle white autrefois primé, avait fait la nuit précédente un rêve étrange dont il voulait informer les autres animaux. Il avait été convenu qu'ils se retrouveraient tous dans la vieille grange dès que M. Jones aurait laissé la voie libre. Major l'Ancien, c'est comme ça qu'on l'appelait, bien qu'il eût concouru sous le nom de Winnington Beauty, était si respecté dans la ferme que tout le monde acceptait volontiers de perdre 1 heure de sommeil pour entendre ce qu'il avait à dire. À l'autre bout de la grange, sur une sorte de tribune surélevée, Major était prêt, confortablement installé, sur son lit de paille, qu'éclairait une lanterne accrochée à une poutre. Il avait 12 ans, et depuis peu il avait pris de l'embonpoint, mais c'était un cochon qui avait encore l'air sage, noble et bienveillant, bien qu'on ne lui eût jamais limé les canines. Parce qu'en fait, les cochons ont naturellement donc des dents longues et acérées, qui sont en général limées pour éviter qu'ils ne se blessent entre eux. Voilà. Les autres animaux ne tardèrent pas à arriver, et se mirent à l'aise, chacun selon sa morphologie. Vinrent d'abord les 3 chiens, Clochette, Jessie et Pincher, puis les cochons, qui se couchèrent en rang sur la paille face à l'estrade. Les poules se perchèrent sur les rebords de la fenêtre, les pigeons s'agrippèrent aux chevrons, les vaches et les moutons s'étendirent derrière les cochons et se mirent à ruminer. Les 2 chevaux de trait, donc un cheval de trait, c'est un cheval puissant qu'on utilise pour tracter des charrettes, des véhicules et transporter du matériel. Donc il y a 2 chevaux de trait, donc leur prénom c'est Boxer et Antilis, qui entrèrent ensemble, avançant avec précaution, de peur que leurs sabots massifs n'écrasent quelques petites bêtes tapies dans la paille. En pleine maturité, Antilis était une robuste jument, qui après son 4e poulain n'avait pu retrouver sa ligne d'autrefois. Boxer était une énorme bête qui dépassait 1,80 m au garrot. Le garrot, c'est la hauteur donc à la base du cou, donc de la crine, à la base du cou du cheval, à la jointure avec le dos. Voilà. Donc il faisait quand même 1,80 m au garrot, et dont la force valait celle de 2 chevaux ordinaires. Une longue raie blanche qui lui descendait jusqu'aux naseaux lui donnait l'air un peu bête. Et pour tout dire, Boxer n'était pas futé, mais tout le monde le respectait à cause de son humeur toujours égale et de ses prodigieuses facultés de travail. À la suite des chevaux arrivèrent Muriel, la chèvre blanche, et l'âne Benjamin. Benjamin était le doyen des animaux de la ferme, donc le plus vieux. Le doyen, c'est le plus vieux. Le plus ombrageux aussi. Ombrageux, c'est un peu méfiant, qui s'effarouche facilement. Il ne s'exprimait que très peu, et lorsqu'il le faisait, c'était en règle générale pour se livrer à quelques remarques pleines de cynisme. Cynisme, c'est une attitude désabusée de celui qui ne croit en rien. Il disait par exemple que Dieu lui avait donné une queue pour chasser des mouches, mais qu'il aurait préféré se passer de queue et de mouches. De tous les animaux de la ferme, c'était le seul qui ne riait jamais. Et si on lui demandait pourquoi, il répondait qu'il ne voyait aucune raison de rire. Néanmoins, sans vouloir l'admettre, il vouait à Boxer une grande amitié, et tous deux passaient l'habitude, le dimanche après-midi ensemble, broutant l'un à côté de l'autre, sans échanger un mot. Les 2 chevaux venaient à peine de s'allonger qu'une couvée de canetons qui avaient perdu leur mère surgit en file indienne. Ils piaillaient faiblement et cherchaient dans tous les coins de l'étable un endroit où ils ne risqueraient pas de se faire écraser. Antilis, donc la jument de trait, leur fit de ses lourdes pattes une sorte de rempart,
et les canetons s'y pelotonnèrent et s'endormirent bien vite. Au dernier moment, Molly, la jument blanche un peu sotte qui tirait la carriole de M. Jones, fit une entrée maniérée. Elle dégustait un gros morceau de sucre. Elle prit place au premier rang et fit jouer sa crinière avec l'espoir d'attirer l'attention sur les jolis rubans rouges dont elle était ornée. Survint alors la chatte qui, fidèle à ses habitudes, chercha des yeux l'endroit le plus confortable. Elle se blottit pour finir entre Boxer et Antilis, se mit à ronronner de plaisir et n'entendit pas le moindre mot du discours de Major l'Ancien. Tous les animaux étaient présents, sauf Moïse, le corbeau apprivoisé, qui dormait sur un perchoir près de la porte de l'arrière-cuisine. Quand Major vit qu'ils étaient tous bien installés, attentifs et qu'ils l'attendaient, il s'éclaircit la gorge et commença. « Camarades, vous avez déjà entendu parler du rêve étrange que j'ai fait la nuit dernière. J'y viendrai tout à l'heure, mais j'ai d'abord quelque chose à vous dire. Je ne pense pas, camarades, qu'il me reste de longs mois à vivre auprès de vous. Et avant de mourir, je crois qu'il est de mon devoir de vous transmettre un peu de la sagesse que j'ai pu acquérir. J'ai eu une longue vie. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir dans la solitude de mon box. Et je pense pouvoir dire que je comprends, aussi bien que n'importe qui, parmi les animaux, la nature de la vie sur cette terre. C'est de cela que je désire d'abord vous parler. Quelle est donc, camarades, la nature de notre existence ? Regardons les choses en face. Nos vies sont brèves, laborieuses et misérables. Nous naissons, on nous donne tout juste assez de nourriture pour ne pas crever de faim, et ceux d'entre nous qui le peuvent sont obligés de travailler jusqu'aux dernières limites de leur force. Alors quand arrive le moment où nous cessons d'être utiles, on nous abat avec la plus atroce des cruautés. Il n'est pas un animal en Angleterre qui, ayant dépassé l'âge de 1 an, ne connaisse le sens de mots comme loisir ou bonheur. Il n'est pas un animal qui soit libre. La vie de l'animal n'est que misère et servitude. Voilà la simple vérité. Mais tout cela est-il dans l'ordre naturel des choses ? Notre pays est-il si pauvre qu'il ne puisse offrir une vie décente à tous ceux qui demeurent sur son sol ? Non, camarades, non, 1000 fois non. Le sol de l'Angleterre est fertile et son climat est agréable. Il peut fournir une nourriture abondante à bien plus d'animaux qu'il n'y en a aujourd'hui. Notre ferme, à elle seule, pourrait subvenir aux besoins d'une 12aine de chevaux, d'une 20aine de vaches et de centaines de moutons, et leur offrir un confort, une dignité qu'on ne peut même pas imaginer actuellement. Alors pourquoi poursuivons-nous dans de telles conditions ? Parce que la quasi-totalité de ce que nous produisons nous est volée par l'homme. C'est là, camarades, qu'est la réponse à tous nos problèmes. Elle tient en un mot. L'homme. L'homme est notre seul véritable ennemi. Éliminez l'homme, et les racines de la faim et de l'esclavage seront abolies à tout jamais. L'homme est la seule créature qui consomme sans produire. Il ne donne pas de lait. Il ne pond pas d'œufs. Il est trop faible pour tirer la charrue. Et il ne court pas assez vite pour attraper un lapin. Il est pourtant le maître de tous les animaux. Il les oblige à travailler et ne leur donne en échange que le minimum vital pour qu'ils ne meurent pas de faim. Le reste, il le garde pour lui. C'est nous qui labourons, c'est nous qui fertilisons les sols, et il n'en est pas un parmi nous qui possède autre chose que la peau qu'il a sur les os. Vous, les vaches, que je vois devant moi, ce sont des milliers de litres de lait que vous avez produits. Et qu'est-il devenu, ce lait qui aurait pu vous permettre d'élever des petits vigoureux ? Chaque goutte en a profité au gosier de nos ennemis. Et vous, les poules, combien d'œufs avez-vous pondu cette année et combien de poussins ont pu éclore ? Tout le surplus a été envoyé au marché pour enrichir Jones et ses ouvriers. Et toi, Antilis, où sont les 4 poulains que tu as portés et qui auraient pu te soutenir et adoucir tes vieux jours ? Chacun d'eux a été vendu avant l'âge de 1 an et tu ne les reverras jamais. 4 maternités, tout ce travail dans les champs. Et qu'est-ce que tu as reçu en échange ? Ta maigre pitance et un box à l'écurie. Alors la pitance, c'est la ration quotidienne de nourriture. Nous ne sommes même pas autorisés à finir nos misérables vies de façon naturelle. Pour ma part, je n'ai pas à me plaindre. Je fais partie de ceux qui ont eu de la chance. J'ai 12 ans et j'ai eu plus de 400 enfants. La vie normale d'un cochon, en somme. Mais à la fin, pas un animal n'échappe au couteau cruel.
Vous, jeunes porcelets qui êtes assis en face de moi, pas un seul d'entre vous ne passera l'année. Vous finirez égorgés sur le billot, en hurlant. Le billot, donc, c'est un bloc de bois qui sert d'appui pour trancher quelque chose. Tous, vaches, cochons, poules, moutons, nous sommes destinés à cette horreur, chacun d'entre nous. Ni les chevaux, ni les chiens n'ont un sort meilleur à espérer. Toi, boxeur, le jour où tes muscles formidables te feront défaut, Jones t'enverra chez l'équarrisseur. L'équarrisseur, donc, c'est celui qui se charge de tuer et découper les bêtes dont la chair n'est pas consommable par l'homme. Donc Jones t'enverra chez l'équarrisseur qui te tranchera la gorge pour que tes restes bouillis soient donnés aux chiens. Quant aux chiens, qu'ils deviennent vieux et perdent leurs dents, Jones leur attache alors une pierre au cou et les noie dans la mare la plus proche. N'est-ce pas clair comme de l'eau de roche, camarades? Tous les maux de notre vie, c'est à la tyrannie de l'homme que nous les devons. Nous n'avons qu'à nous débarrasser de l'homme et le fruit de notre travail sera à nous. Nous pourrions devenir riches et libres, et ce pratiquement du jour au lendemain. Alors que nous reste-t-il à faire? Eh bien, travailler, nuit et jour, corps et âme au renversement de la race humaine. Ceci est mon message, camarades. Révolution! Je ne sais pas quand elle viendra. Ça peut prendre 1 semaine ou 100 d'années. Mais je sais aussi sûrement que je sens la paille sous mes pieds, que tôt ou tard, justice sera faite. Ne perdez jamais de vue l'objectif, camarades, qu'il ne faut d'ailleurs pas limiter à l'espace de vos courtes vies. Par-dessus tout, transmettez mon message à ceux qui viendront après vous, pour qu'ainsi les générations futures préparent le combat qui mènera à la victoire. Rappelez-vous, camarades, votre résolution ne doit jamais faiblir. Aucun argument ne doit vous détourner de votre voie. N'écoutez pas ceux qui prétendent que l'homme et l'animal ont des intérêts communs, que la prospérité des uns fait celle des autres. Ce ne sont que mensonges. L'homme ne sert que ses propres intérêts. Une parfaite unité, une parfaite camaraderie doivent donc régner au sein des animaux, tant que la lutte durera. Tous les hommes sont nos ennemis, tous les animaux sont nos camarades. Il se fit à ce moment-là un boucan épouvantable. Alors que Major parlait, 4 gros rats s'étaient faufilés hors de leur trou pour l'écouter, assis sur leur derrière. Les chiens venaient de les repérer, et ce ne fut que grâce à une retraite précipitée dans leur refuge que les rats eurent la vie sauve. Major leva la patte pour ramener le silence. « Camarades, dit-il, il y a maintenant une question qui doit être réglée. Les animaux sauvages tels que les rats ou les lapins sont-ils nos amis ou nos ennemis? Soumettons-la au vote. Je pose cette question à l'Assemblée. Les rats sont-ils des camarades? On se mit à voter immédiatement et il fut admis par une accablante majorité que les rats étaient des camarades. Il n'y avait eu que 4 votes contre. Les 3 chiens et la chatte dont on découvrit après coup qu'elle avait voté pour les 2 propositions à la fois. Major poursuit. J'ai peu de choses à ajouter. Juste ceci à vous dire. Rappelez-vous toujours qu'il est nécessaire de s'opposer à l'homme et à son mode de vie. L'ennemi, c'est tout ce qui marche sur 2 jambes. Les amis, tous ceux qui marchent à 4 pattes ou qui battent des ailes. Et rappelez-vous aussi que dans le combat à livrer contre l'homme, il faut absolument éviter d'en venir à lui ressembler. Même lorsque vous l'aurez vaincu, veillez à ne jamais adopter ses vices. Aucun animal ne devra jamais vivre dans une maison ni dormir dans un lit, pas plus qu'il ne devra porter de vêtements, boire d'alcool ou fumer des cigarettes, et il ne devra ni toucher de l'argent ni faire du commerce. Le mal, ce sont toutes ces habitudes de l'homme, mais par-dessus tout, aucun animal ne doit en asservir un autre. Que nous soyons forts ou faibles, malins ou candides, nous sommes tous frères. Nul animal n'a le droit de tuer un autre animal. Tous les animaux sont égaux. Et maintenant, camarades, je vais vous raconter mon rêve de la nuit dernière. Je ne peux pas vraiment vous décrire ce rêve. C'est le rêve de la Terre, telle qu'elle sera lorsque l'homme en aura disparu. Mais il m'a rappelé quelque chose que j'avais longtemps oublié. Autrefois, alors que j'étais un jeune cochon, ma mère et les autres truies avaient coutume de chanter une vieille chanson, dont elles connaissaient la mélodie et quelques paroles. Cette mélodie de mon enfance m'était totalement sortie de l'esprit. Et puis cette nuit, qui sait pourquoi, elle m'est revenue en rêve. Mais le plus important, c'est que les paroles de la chanson, elles aussi me sont revenues. Parfois, dont je suis certain qu'elles étaient chantées par les animaux il y a très longtemps, et qui se sont effacées de nos mémoires pendant des générations. Je vais maintenant vous la chanter, camarades. Je suis vieux, ma voix s'est éraillée, mais quand je vous aurai appris la mélodie, vous la chanterez, à vous-même, bien mieux que je ne le fais. Elle a pour titre « Bête d'Angleterre ». Le vieux major s'éclaircit alors la gorge et se mit à chanter.
Comme il l'avait annoncé, sa voix était éraillée, mais il chantait encore assez bien. C'était un chant émouvant, quelque chose qui tenait à la fois de Clémentine et de la cucaracha. En voici les paroles. Clémentine et la cucaracha, en fait, ce sont des chansons folkloriques traditionnelles, l'une venant des États-Unis, l'autre d'Espagne. Bête d'Irlande et d'Angleterre, bête de tout pays natif, bonne nouvelle sur la terre, un nouvel d'âge d'or arrive, tôt ou tard le jour viendra, où les tyrans seront chassés, où la terre prodiguera ses fruits aux bêtes libérées. Les naseaux libres de l'anneau, éperons et morges rejetés, le harnais défait de nos dos, nous aurons les fouets brisés. Plus de richesse que l'esprit n'en peut concevoir, orge, blé, trèfle, avoine seront le prix de notre combat emporté. Les champs d'Angleterre luiront, ses sources deviendront plus pures, ses vents doucement souffleront dès la fin de la dictature. Tous à ce jour nous œuvrerons, vaches, chevaux et volatiles, jamais rien nous ne céderons à l'oppression toujours hostile. Bête d'Irlande et d'Angleterre, bête de tout pays natif, bonne nouvelle sur la terre, un nouvel âge d'or arrive, ta 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 ta, la 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 la. Voilà. Chanter cette chanson jeta les animaux dans la plus vive excitation. Major avait à peine fini qu'ils avaient commencé de la reprendre pour eux-mêmes. Même la plus stupide des bêtes avait réussi à capter la mélodie ainsi que 2 ou 3 mots. Quant aux plus vives, il ne leur avait fallu que quelques minutes pour apprendre par cœur l'ensemble de la chanson. Aussi, après quelques essais préliminaires, l'ensemble de la ferme reprenait en chœur Bête d'Angleterre dans une ferveur impétueuse. Une ferveur impétueuse, c'est un élan d'enthousiasme débridé. Les vaches la meuglaient, les chiens l'aboyaient, les moutons la bêlaient, les chevaux la hennissaient et les canards la cancanaient. La chanson leur plaisait tellement qu'ils la reprirent 5 fois de suite et sans doute aurait-il continué toute la nuit s'il n'avait été interrompu. Le vacarme avait hélas réveillé M. Jones qui bondit hors du lit, certain qu'il y avait un renard dans la cour. Il s'empara du fusil qu'il conservait toujours dans un coin de la chambre à coucher et déchargea dans la nuit une volée de plomb calibre 6. Les plombs se fichèrent dans le mur de la grange et la réunion prit fin précipitamment. Chacun se dépêchant d'aller retrouver sa couche, les oiseaux regagnèrent leur perchoir, les animaux s'installèrent dans la paille, et la ferme, en un instant, se retrouva plongée dans le sommeil. Voilà. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Est-ce que je fais le chapitre 2 vite fait? Non, chapitre 1 seulement. Allez hop. Bon, voilà. Donc, bonne journée. Je vais essayer de continuer avant... rapidement, quoi. J'espère. Voilà. Donc, plus tard, bonne journée.